Donc d'abord, je vais commencer par quelques généralités sur le DPI en France. Donc on est actuellement 5 centres à être autorisés à faire du diagnostic préimplantatoire. Donc Paris, Strasbourg, Montpellier. On les a rejoints, nous, en 2013 pour nos premiers cycles. Et donc Grenoble nous a rejoints en 2018. Donc quelques chiffres rapidement qui sont les derniers sortis, enfin pas encore parus, mais que l'ABM nous a déjà transmis. Sur l'année 2019, donc on étudie chaque année un peu plus de 1000 demandes. 300 enfants naissent à peu près par an après DPI. Et en 2019, on avait déjà développé près de 400 gènes différents pour différentes indications. Donc je vais bien sûr faire un focus sur quelques indications neurogénétiques, dont la maladie de Huntington, qui est, en tout cas qui a été en 2018 et en 2019 la première indication en nombre de demandes acceptées. Alors c'est vrai, c'est une demande devant la muco, mais ça compte quand même. Donc voilà, c'est une indication qui est très représentée, et notamment à Nantes, c'est la première indication chez nous aussi. Donc pour ce qui est de la tentative, tout le monde ne connaît pas forcément le déroulement du DPI. Donc la première étape du DPI, c'est forcément une fécondation in vitro, même pour les couples fertiles. Donc après une étape de stimulation, il y a une ponction ovocytaire qui est réalisée, et puis une fécondation au laboratoire avec observation des premiers stades de développement embryonnaire. Et sur le plan génétique, on va intervenir le plus souvent, si j'arrive à faire marcher la flèche, voilà, à J3, mais aussi parfois à J4 et éventuellement à J5. Donc je vais faire un petit focus sur les deux types de biopsies. Donc la première ici à J3, où à ce stade l'embryon a un développement et un nombre de cellules qui est compris entre 6 et 12. Et donc on vient chercher à ce stade 1 à 2 cellules qu'on appelle des blastomères, sur lesquelles on va faire l'analyse. Alors quand on a 2 cellules, elles sont analysées chacune dans un tube séparé, donc on est toujours dans des conditions de cellules uniques à ce stade. Et puis le deuxième temps, qui est plus souvent réalisé, le J4 est un petit peu anecdotique, le J5, donc la biopsie de trophectoderme. À ce stade, l'embryon a plus d'une centaine de cellules, elles ont commencé à se différencier, et donc on vient faire une biopsie du trophectoderme à l'opposé de la masse, de la masse embryonnaire. Et donc ce diagnostic, la biopsie est faite à J5, le diagnostic est rendu à J6, mais entre-temps les embryons sont congelés, à la différence du J3 pour la plupart des cas. Donc le challenge du DPI, le premier, c'est les risques de contamination, puisqu'en ayant une seule cellule dans un tube, tout ADN exogène est amplifié de la même manière. Donc l'origine de cet ADN exogène peut être différente. Ça peut très bien être des cellules maternelles qui ont pu être emmenées en même temps que la biopsie, malgré une décoronisation de l'embryon. Ça peut être, alors ça peut pas être, parce qu'on fait tout pour que ce ne le soit pas, mais de l'ADN paternel dans les spermatozoïdes qui serait non fécondant, et c'est pour ça qu'on oblige à faire une fécondation in vitro avec injection intracytoplasmique d'un seul spermatozoïde pour s'affranchir de ce risque de contamination extérieure. Ça peut être aussi des cellules du manipulateur, d'où la tenue intégrale représentée ici, ou de l'ADN exogène issu des amplifications précédentes, d'où une marche en avant très stricte pré- et post-PCR. Et à Nantes, on a même la chance d'avoir 2 labos séparés, un qui traite les cellules embryonnaires près de la PMA, et un au laboratoire de génétique dans lequel on fait toutes nos mises au point sur cellules uniques. Le deuxième challenge qui est en lien avec le fait qu'on soit sur cellule unique, c'est le risque d'ADO, allèle drop-out, ou amplification préférentielle d'un des allèles dans la cellule, qui fait que quand on répète la technique sur 3 cellules d'un même individu pris individuellement, eh ben on peut avoir des profils différents d'hétérozygotes, de très faibles hétérozygotes, ou voire d'absence de pic. La difficulté dans ces cas-là, c'est que si on repose que sur la mutation et que ce phénomène arrive sur la mutation, on a un faux négatif et donc un risque d'erreur important. Je passe sur les SNP dans les amorces, c'est très spécifique et c'est pour ça qu'on teste nos protocoles sur les cellules des parents et non pas sur des cellules contrôle lambda. Donc je vous ai pris quelques exemples pour être en lien avec le thème de la journée. C'est un exemple d'une famille Huntington. Je vous ai simplifié les arbres. Et donc du coup, ce que je n'ai pas dit sur la diapo précédente, c'est que comme vous avez compris que sur la mutation, si on a un risque de faux négatif, on ne peut pas se baser uniquement sur la mutation. Donc le diagnostic repose essentiellement sur de la méthode indirecte. Donc d'où l'arbre et l'haplotypage de la famille qui nécessitent donc des prélèvements désapparentés. Donc là, j'ai pris un exemple d'un couple dont la dame se sait porteuse d'une extension dans le gène HTT. Je dis que c'est un arbre simplifié parce que je vous ai mis 6 marqueurs et en pratique, on teste systématiquement 24 marqueurs dans la région d'Huntington.
Ce couple a déjà eu une première grossesse avec un DPN réalisé. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un fœtus atteint, mais ça marche aussi avec un fœtus indemne. Et donc, on teste ces marqueurs microsatellites dans la région. Et puis, on identifie les marqueurs qui sont associés à la mutation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'indirect, mais vous n'êtes peut-être pas très nombreux, je fais quand même du coup brièvement un rappel. Donc, en testant le marqueur 1, par exemple, on identifie un allèle à 143 chez le père, un autre à 145. Chez la mère, on va avoir 143 et 147. Et en analysant le fœtus, on va avoir un marqueur 145 et un marqueur 147. Forcément, le 147 vient de la maman et est associé à la mutation, puisqu'ils sont porteurs tous les deux, et le 145 vient du papa. Donc on fait ça pour tous les marqueurs de la région, et on sélectionne ceux qui sont informatifs pour la famille, on essaye de les faire fonctionner sur cellules uniques. J'ai pris un deuxième exemple, du même couple, c'est les mêmes marqueurs, j'ai un peu triché, qui n'a pas eu de grossesse et donc pas de DPN, et donc dans ces cas-là, on n'a pas de descendants pour faire la phase, on est obligé de remonter aux ascendants, ce qui peut poser quelques difficultés, notamment pour les prélèvements de la belle famille, qui n'est pas toujours au courant de la pathologie familiale. Donc sinon le principe c'est le même, hein, voilà, on retrouve les marqueurs 143, 149, 149, 147, ce qui fait que madame a un 143, 147 et le cas 147 est associé à la mutation familiale. Donc ça c'est pour le fonctionnement du DPI. Une fois qu'on a donc sélectionné tous nos marqueurs, qu'on les a fait fonctionner en multiplex et sur cellules uniques, en ajustant les concentrations pour qu'on puisse avoir des résultats interprétables pour chacun, on établit ce qu'on appelle l'arbre embryon, avec les différents profils qu'on obtiendra sur les embryons le jour du DPI, avec la transmission soit de l'allèle sain, soit de l'allèle muté maternel, associé à l'un et l'autre des chromosomes paternels. Et donc les cas particuliers de diagnostic préimplantatoire d'exclusion, notamment dans la maladie de Huntington, c'est quand le patient à risque, donc il y a un antécédent familial dans la famille, ne souhaite pas connaître son statut. Ils n'ont pas accès actuellement au DPN, puisqu'on ne fait plus de DPN d'exclusion, mais on continue à faire du DPI d'exclusion, et donc le fonctionnement réside uniquement sur l'indirect. Cette fois-ci, on ne recherche pas le CAG, enfin la région du CAG, pour nous-mêmes ne pas connaître le statut de la personne qui ne souhaite pas connaître son statut. Et on exclura du coup les embryons qui ont hérité du chromosome ici rose-violet, qui hérité du grand-père atteint. Donc j'ai fait un petit focus sur le DPI Huntington dans les différents centres, et je remercie mes collègues de m'avoir transmis leurs données. Alors, du coup, dans ce tableau, on va avoir les mises au point qui ont été faites pour du DPI Huntington avec diagnostic direct. Sur la deuxième ligne, ce sont les DPI qu'on a pris en charge en exclusion. Et on ne pourra pas tellement comparer les chiffres en horizontal, puisqu'en fait, les périodes de recueil ne sont pas les mêmes. Strasbourg a commencé bien avant nous, en 2001, Montpellier 2007, nous 2013 et Grenoble en 2018, donc on ne peut pas comparer en horizontal. Par contre, en vertical, ce que je voulais noter sur ce tableau, c'était la répartition des demandes de DPI qu'on a pris en charge avec diagnostic direct et avec exclusion. Alors chez nous, on avait, avant d'avoir les chiffres, on avait une répartition d'un tiers, et on s'était dit que dans les autres centres, ça allait être la même chose. Et finalement, pas du tout. À Strasbourg, ils sont plutôt à 50-50. Et à Montpellier, ça se rapproche de 50-50 aussi. Alors à Grenoble, il n'y a pas beaucoup de mise au point encore, mais ils sont en cours de développement. Et une des remarques que vous allez pouvoir me faire, c'est que sur ce tableau, il n'y a que 4 centres qui sont représentés. Paris ne fait pas de diagnostic de préimplantatoire de Huntington. De manière historique, en fait, ils ont développé principalement les indications qu'ils faisaient en DPN à Necker. Et donc, ils n'avaient pas étant un hôpital pédiatrique, ils n'avaient pas de DPN pour Huntington. Et donc, comme Strasbourg et Montpellier l'ont développé rapidement après, et ils n'ont pas développé cette indication encore aujourd'hui. Et puis plus précisément sur les chiffres nantais, donc dans les mises au point pour les couples qui ont un diagnostic direct, on avait un couple qui était pris en charge pour une double indication, Huntington dans une branche et NF1 dans l'autre, et un couple pour lequel on avait 2 allèles pathogènes dans la région d'Huntington. Le père devait avoir 42 CAG, et au premier DPN que le couple a fait, il y a eu l'identification d'un 36 chez la maman, et donc on a réalisé plusieurs DPI pour ce couple. Malheureusement, il n'y a pas eu de grossesse puisqu'on a écarté beaucoup d'embryons. Pour ce qui est des couples qui ont été pris en charge en exclusion, on a 2 couples pour lesquels des tests présymptomatiques ont été réalisés en cours de prise en charge, dont un était négatif, donc bien sûr la prise en charge en DPI n'avait plus d'indication. Donc ils ont arrêté leur prise en charge. Et puis pour parler des grossesses, donc on a obtenu à Nantes 19 naissances, alors plus avec un diagnostic direct, mais c'est en lié à la proportion 1/3, 2/3.
Mais on a du coup 3 couples qui ont déjà eu 2 enfants nés par DPI chez nous. Et on a également eu 2 grossesses gémellaires dans l'indication Huntington. Donc le dernier tableau que je vais vous présenter ici représente les autres indications qu'on a pu prendre en charge dans les différents centres en DPI d'exclusion. Parce que c'est bien plus connu en Huntington qu'on puisse faire du diagnostic préimplantatoire d'exclusion. Mais effectivement, on a quelques demandes dans chaque centre pour d'autres pathologies. Donc là encore, il y a un centre qui manque, c'est Grenoble, qui n'a pas encore eu de demande d'exclusion pour autre chose que Huntington. Et donc après, au niveau des indications qui ont été demandées dans les différents centres, c'est la sclérose latérale amyotrophique avec des mutations dans C9 ou RF72 ou SOD1 ou KIF5A, l'insomnie fatale familiale avec PRNP ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob liée au même GED, des ataxies spinocérébelleuses ou des paraplégies spastiques, bon là c'était spaste, mais voilà, ça pourrait être une autre. Et maladie d'Alzheimer également. Donc bien sûr, le nombre est vraiment important. Et là encore, on a parfois des patients qui font les tests présymptomatiques avant et qui arrêtent leur prise en charge quand il est négatif. Donc pour conclure, j'aimerais remercier le comité de m'avoir permis de présenter ces données. Remercier l'ensemble de l'équipe du Centre Diagnostic Préimplantatoire Nantais et mes collègues des autres centres qui ont passé un petit peu de temps à colliger ces données pour que je puisse vous les présenter. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est important parce que c'est quelque chose qui est de DPI d'exclusion passe pas forcément par un diagnostic, par une consultation de conseil génétique, puisque le couple ne souhaite pas connaître le statut. Parfois, il passe et ils prennent la décision d'aller vers un DPI d'exclusion. Voilà, nous, on ne connaît pas forcément les chiffres de ceux qui y vont véritablement, mais c'est un souhait qui est exprimé. Mais je suis étonnée par le nombre qui présente presque 50%, à Nantes un peu moins, puisque c'est un... Sur cette diapo. Oui, sur cette diapo, mais c'est beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont le nombre d'hommes qui sont à risque dans ces couples-là? J'ai pas regardé effectivement la différenciation entre le sexe du porteur. Parce que nous, en tout cas, en consultation, on a l'impression que c'est toujours des hommes qui ne souhaitent pas connaître leur statut, ou la plupart du temps. Rarement les femmes. C'est Strasbourg nous avait confirmé ça à un moment donné, mais je ne sais pas si ça tient ou si c'était juste une question. J'ai pas demandé cette précision. C'est vrai que nous, on n'a pas spécialement regardé, mais on pourra le faire. Et vous faites du DPI d'exclusion jusqu'à quel âge? Alors, on n'a pas de limite d'âge, que ce soit pour le DPI d'exclusion ou le DPI classique. La limite d'âge vient de la réserve ovarienne, en fait. Si la patiente a même 40 ans et que sa réserve ovarienne est très bonne, on peut accepter une demande. Après, on sera limité sur le plan administratif par la prise en charge de la FIV au-delà de 43 ans. Mais, Je rejoins Alexandra, je suis très étonnée du 50-50, mais j'ai l'impression qu'au cours des 3 dernières années, on a beaucoup plus de demandes de DPI d'exclusion qu'avant. Alors, est-ce que du coup, finalement, ce 50-50 actuel, si on prend les 2 dernières années, vous n'êtes pas presque... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être que ça va s'équilibrer ou peut-être même au contraire, passer dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de demandes de DPI d'exclusion. Je pense que la possibilité de... Je pense que la possibilité de DPI d'exclusion étant peut-être mieux connue maintenant, ça oriente peut-être le choix du patient de ne pas connaître son statut et de finalement accéder à cette technique. Ça doit dépendre qui y voit aussi. Oui, probablement. Ce que j'allais dire par rapport au bassin de recrutement. Combien eu des consultations de génétique avant? Attends, il y a Delphine d'abord. Au niveau de la loi, j'avais notion que le DPI d'exclusion était une exception pour la maladie de Huntington, mais vous avez montré pour d'autres pathologies? Oui, effectivement, on pouvait penser ça aussi au départ, que toutes les demandes d'exclusion qu'on avait, c'était pour la maladie de Huntington. Après, quand on prend ce groupe de pathologies, qui sont des pathologies neurodégénératives à révélation tardive, c'est discuté au cas par cas au CPDPN. Et donc, après, on n'a pas énormément de demandes pour d'autres indications que Huntington. Donc, je ne sais pas si ça fait une exception vraiment, mais effectivement, on peut être à même d'accepter pour d'autres indications. Ouais. Brigitte? Non, je voulais juste dire que nous, on n'a jamais eu de demande de DPI d'exclusion, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'on informe. Quand un couple vient en consultation avec une demande de présymptomatique, je ne sais pas quelle est la pratique des autres. Moi, je ne pense pas qu'on les informe systématiquement sur la possibilité d'un DPI d'exclusion.
Alors évidemment, c'est peut-être pas bien, hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on les informe. Je ne sais pas ce que font les autres, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de demandes. J'avoue que j'étais pas très pour, donc c'est pour ça que, mais je sais pas. Alors moi j'avais eu l'occasion il y a quelques années de ça, enfin il y a quelques années de ça, non c'était en 2019, c'est pas si vieux, de participer à une journée à Huntington avec vous, Monsieur Verny, où du coup j'avais exposé cette possibilité et là j'ai eu au téléphone la semaine dernière un couple qui vient suite à cette présentation à Laval. On change. Je pense qu'effectivement ça serait très Merci. intéressant d'avoir l'effet déjà, centre parce que je pense que Nantes a pas mal de monde qui est passé soit chez nous pour le conseil génétique, également avec toute l'information qu'on fait en région, avec les associations de patients, avec le suivi, et effectivement, mais on le voit aussi pour le diagnostic présymptomatique, on se rend compte qu'en fonction des centres, par exemple, le taux de patients dans les centres qui va au bout jusqu'à demander le résultat est finalement assez différent d'un centre à l'autre. On le voit quand on fait les chiffres annuels, et je pense que ça serait intéressant de voir si la culture, sans doute, il n'y en a pas qui font bien et moins bien, mais la culture des uns et des autres dans l'information qu'on donne influe probablement sur les décisions finales.